fait, particulièrement, j'ai eu pas mal de chance en Algérie. Hein. Par exemple, il y a des profs qui me donnaient de l'argent régulièrement. Wow. Il y avait même des familles qui me donnaient de l'argent régulièrement. Ça c'est de la chance. Hein. Vraiment. Ça du tout. Bienvenue dans le podcast DZ Togovio Bejidoudou, l'émission dédiée à la découverte des anciens étudiants togolais d'Algérie. Chaque mois, venez découvrir les success stories, les expériences, les astuces, les bons plans de ces hommes et femmes qui, comme nous, ont goûté au plaisir des mêmes zitoun, shorba, loubia, couscous, etc. Bonsoir à tous. Ici Saïd Bouharé, le secrétaire général de l'association des étudiants et stagiaires togolais en Algérie. Nous sommes aujourd'hui là pour partager un peu avec notre grand ancien, Djassé Bidane, sur les expériences qu'il a eues en Algérie, quels sont les conseils qu'il peut nous donner, et etc. Donc sans plus tarder, je vais demander à notre ancien de se présenter. Alors, grand ancien, Merci. qui êtes-vous? Merci Saïd. Bien, je m'appelle Djassé Bidane. Aujourd'hui, ingénieur en mathématiques appliquées, analyste risque financier, écrivain, fondateur de deux mouvements, le mouvement Temokama et Fellowship, et entrepreneur. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, moi, je vais dire un peu comment on s'est connu. On s'est connu sur Internet. Ouais. C'était une de nos amies en commun qui s'appelle Pamela, on lui fait un coucou, qui nous a mis en contact et le courant est passé. Il est très bien passé. Il y a eu beaucoup de choses qu'on avait en commun et on a commencé à partager ensemble. Et alors, vous êtes de quelle promotion de l'Algérie? De la promotion 2013. 2013. Ouais. Ok, du coup, est-ce que vous avez un coucou à faire à vos promotionnaires et si vous pouvez donner leur nom, etc. Ah oui, bien sûr. Un coucou à Joseph Maoué, qui est au Togo, à mon ami, entre guillemets, Bassaro, c'est Ben, ouais, et Pamela, elle a ma promo aussi. Il y a Justine, il y a Wilfried, il y a Bonaventure, et il y a Hervé. Voilà. Ben de Schleff. Okay. C'est ça. Ok. Alors, et vous étiez dans quelle wilaya en Algérie? La wilaya de Sidi Belabès. Et elle se trouve où en Algérie, pour ceux qui ne connaissent pas l'Algérie? À 1h30, je pense, d'Oran. Hein. Et du coup, Oran, c'est où? À l'ouest de l'Algérie. Ah, d'accord, ok. Ouais, c'est assez loin. C'est un pays immensement grand. Nord-ouest. Voilà, au nord-ouest. C'est un pays immensement grand, donc on peut faire toute une journée à voyager. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lors de votre passage en Algérie? Bien, la difficulté, elle est commune. C'est la question de l'intégration. Ah oui. Quand on arrive et qu'on est perdu dans un pays arabe, c'est pas évident. Donc, c'est la difficulté majeure que moi j'ai rencontrée. Bon, je dirais aussi la plupart de mes promotionnels aussi et de tout le monde. Hein. Voilà. Effectivement. C'est ça. Vous pouvez nous expliciter en quoi est-ce que c'est difficile de s'intégrer en Algérie? Bien, d'abord la langue, parce que beaucoup ne comprennent pas français, donc il faut te débrouiller un peu en arabe, et on est nul en arabe. Et je précise qu'il faut parler parfois avec les gestes. Ouais. Ah oui. Mais voilà, justement, donc des fois tu es obligé d'avoir un petit vocabulaire d'arabe dans ta poche, ouais. Et les gestuels qui va t'aider beaucoup. Et il y a aussi la question de la religion qu'ils tiennent vraiment à cœur. Donc, des fois, quand tu n'es pas musulman, ça peut te coûter un peu. Et voilà, bon, je ne sais pas s'il faut parler du racisme. Entre griffes, tout le monde sait déjà ça. Donc c'est beaucoup plus ça, en fait, qui rend un peu l'intégration difficile. Et notamment aussi, bon, à notre époque, je ne sais pas comment c'est maintenant, il n'y a pas vraiment l'accueil des nouveaux qui était bien organisé. Je pense que Ben partage ça aussi avec moi. Et voilà. Donc il y avait ce côté-là aussi. Et l'État qui ne nous suit pas vraiment aussi.
il n'y a pas un suivi derrière, donc ça rend les choses un peu compliquées, quoi. Effectivement. Ça a changé un peu parce qu'il n'y a pas longtemps, une délégation du gouvernement est venue nous voir comment est-ce qu'on allait. On les a racontés et je pense que voilà, on espère qu'il y aura un changement. Alors, vous avez quitté l'Algérie. Quand est-ce que vous vous rappelez de ces petits mots-là qui permettent de s'intégrer, des mots arabes, ou je dirais des mots derja, parce que le derja c'est différent de l'arabe. L'arabe c'est la langue nationale, on va dire, mais le derja c'est un mélange très complexe de différentes langues, l'arabe, le français. Le nouchi ivoirien. Exactement, comme le nouchi ivoirien. Ok, voilà. Et ça, je vais dire que, alors, l'inspiration du nouchi là, ça vient de notre ex-SG de l'association qui s'appelle Ben Kerbekris, que je vais demander de se présenter aussi rapidement. Moi c'est Ben Kerbekris, il l'a déjà dit. Ingénieur en informatique visuelle, base de données, système d'information et de logiciels, et écrivain poète aussi. Et surtout dans la logique entrepreneuriale. Voilà. Merci beaucoup. Et donc je parlais des mots. Ouais. Vous vous rappelez encore un peu de ces mots d'arabe, les mots de derja, voilà, qui permettent de survivre. Voilà, les phrases de survie, quoi. Mais quelques mots encore sont là. Le fameux salam alaikum. C'est quand même la base. Ouais. Voilà. Comment Athénie, Robs, Saha, Avtek. Athénie, Robs, donne-moi le pain. Parce que vous allez nous raconter une histoire par rapport au pain, justement. Justement, en fait, le pain m'a un peu traumatisé en Algérie. Quand on est arrivé, le premier jour, on va au resto, on nous donne spaghetti avec le pain. Bon, là, c'était logique pour moi. Mais le lendemain, au retour, le riz, il y a le pain. Mais là, je commençais plus à comprendre grand-chose. Le soir, il y avait la purée de pommes de terre, le pain. Le lendemain, je ne sais pas si c'était un vendredi, là, il y a couscous, le pain. Et donc, tout, c'était le pain. Ben... On a l'habitude d'appeler ça la cuillère algérienne. Voilà, effectivement, tout se mange avec le pain. Ok, alors, quel a été votre plus beau moment en Algérie? Bien. Bon moment en Algérie. Bon, en fait, moi particulièrement, j'ai eu pas mal de chance en Algérie. Hein. Par exemple, il y a des profs qui me donnaient de l'argent régulièrement. Wow. Il y avait même des familles qui me donnaient de l'argent régulièrement. Ça c'est de la chance. Hein. Vraiment. Pas du tout. Voilà, donc et j'étais pas mal aimé aussi par beaucoup de familles. Bon, là, cette chance, je l'avais, mais ce qui m'a donné plus de joie, c'était une journée là, quand j'avais ouvert ma boîte mail et j'avais reçu un mail de la part du laboratoire d'excellence Million, l'ABEX, voilà. Et donc, qui me disait que ben voilà, tu as la bourse pour le continuité d'études en France, mathématiques approfondies. Je pense que le jeu là, pour toute personne qui est en Algérie, qui a ça, je pense que c'est une fête. Hein. Ah oui, c'est sûr. Okay. Voilà, donc c'est ce jour-là vraiment. Mais bon, je souligne une chose, c'est pas parce que j'allais en France que j'étais content. Non. Mais c'était le privilège que j'avais d'être compté aujourd'hui parmi les boursiers du LABEX qui me donnait la joie en fait. Ah oui, c'est très bien. C'est sûr que partir de l'Algérie avec une bourse d'excellence, c'est vraiment top. Ouais, c'est vraiment top. Beaucoup d'anciens Togolais ont déjà eu ces genres de bourses et ils étaient tous contents. Ouais. Ouais. Alors, quel est le point positif ou bien les points positifs que vous trouvez sur l'Algérie, le pays où vous avez passé 3 ans, quasiment 3 ans, non? 2 ans, ok. Ah, c'est 2 ans? Waouh, ok, 2 ans. Je suis parti très vite. Ouais, très vite. Ok, bien. Je vais prendre 2 points. Le premier, ça concerne la vie estudiantine. Bon, même si on n'a pas des conditions vraiment top, mais la vie coûte moins cher pour l'étudiant. Dire la scolarité, c'est plus à 200 quelques dinars. Le logement, on paye combien même là dans l'année.
Ouais, 500 pour toute une année. Vous ne trouverez pas ça en France. Ouais. Et le resto, je pense que le ticket était à 1,2 dinar le midi et 0,5 dinar le matin, là, apparemment, un truc comme ça, là. Ben, vous ne trouverez, je ne sais pas si on peut trouver ça encore ailleurs, je ne sais pas. Donc, c'est vraiment ce côté que j'ai beaucoup apprécié. Et il y a aussi ce côté-là que j'ai apprécié, qui va peut-être paraître un peu bizarre pour les gens, c'est le côté hypocrite des gens. Moi, j'ai apprécié ça. Ah bon? Oui. En fait, moi j'aime les hypocrites. En fait, ils t'aident à développer ton caractère. D'accord. Ouais. Bon, ça dépend de comment on les voit, en fait. Mais moi, j'ai apprécié d'avoir des gens comme ça à côté qui sont hypocrites pour que je puisse développer des caractères. Quel caractère, par exemple? Ah oui. C'est plus explicite. Je vais donner un. Ok. Et bon, quand vous allez sur ma page Facebook, vous allez voir une station là-bas où je dis que j'aime ceux qui m'acclament. Ils me font du bien sur le plan émotionnel. Mais je préfère ceux qui m'étouffent. Parce que eux, ils m'aident à développer mon caractère. Ok. Et je dis que quand le caractère tient, il fera tenir l'émotionnel. Ok. Voilà, donc quand tu sais que tu as des gens qui sont hypocrites, tu ne fais plus confiance n'importe comment. Et tu n'es pas naïf. Oui, c'est vrai. Donc, tu te dis, ben, à chaque moment, on peut te décevoir. Quand quelqu'un te sourit, tu ne te mets pas à le regarder, à l'acclamer. Tu te demandes, est-ce que vraiment le sourire là, c'est un vrai ou c'est un faux? Donc ça déjà, ce recul que ça te donne de prendre toujours devant chaque station, je pense que tout le monde n'a pas ce recul-là. Mais en passant par l'Algérie, si tu sais bien te prendre, tu vas développer ce côté-là de toujours prendre le recul pour voir si ce que l'autre fait est franc ou c'est comment. Donc voilà un exemple. C'est vrai. C'est comme cette phrase qui disait on grandit plus quand on a des difficultés plutôt que tout le temps des facilités et la vie est belle, quoi. Donc je pense que ça rejoint un peu l'idée. D'accord. C'est ça. Très intéressant. Les hypocrites, hein. Bah du coup, on invite les hypocrites dans nos vies ou bien on les invite pas, je sais Bon, pas. il y a des gens, ça dépend de qui tu es. Si tu sais comment les gérer, tu peux les inviter, ils te feront grandir. Mais si tu ne sais pas comment les gérer, vaut mieux les éviter pour être en paix. D'accord. Bah ok, merci pour le conseil. Ok. Alors, est-ce que vous avez une petite anecdote de l'Algérie, durant vos années en Algérie, que vous pouvez nous raconter? Bon, je vais peut-être raconter ce qui va faire un peu rire. On est preneur. C'est Wilfried qui m'a raconté ça aussi. Il dit qu'il était parti un jour, c'est pas au resto, il revenait et il va voir une souris qui poursuivait un chat. Ben voilà, donc on va supposer que c'est vrai son histoire. Et donc en Algérie, on va essayer d'extrapoler, même si ça va nous faire un peu des menteurs. Donc en Algérie, les souris poursuivent plutôt les chats. Comme dans Tom and Jerry, en fait. Comme dans Tom and Jerry. Voilà. On rappelle aussi qu'en Algérie, il y a beaucoup de chats. Oui, et il y a que beaucoup de chats, ces chats sont vraiment des chats de rien fait, quoi. Voilà. C'est vrai. Moi, en ce qui concerne les chats, alors moi, les chats qui m'ont le plus étonné, traumatisé, choqué, ce sont les chats de la cité volontaire d'Oran. En fait, coucou à tous ceux qui sont encore à volontaire parce que c'est quand même une cité assez incroyable. Ce sont des chats, je dirais, on dit les yeux sont le reflet de l'âme. Quand vous voyez les yeux de ces chats-là, ils n'ont pas de vie en fait. C'est-à-dire qu'ils sont vidés. C'est-à-dire quand vous passez même, vous pouvez marcher sur eux, ils vont crier « et puis ils sont là. Une douzaine de chats comme ça qui sont au bord à la déventure de la cité, mais ils s'en foutent de toi. C'est toi qui dois trouver un espace pour pouvoir passer. C'est incroyable, quoi. Les chats en Algérie, c'est toute une histoire. C'est vraiment toute une histoire. C'est normal que les souris puissent les poursuivre. Ils n'ont plus d'ambition. Ils n'ont plus d'ambition, voilà. Ils sont sans objectif. Alors, maintenant, là, on va voir ce que vous faites comme métier. Maintenant, comme occupation, vous faites quoi? Bon, occupation. C'est une question compliquée, ça. Ouais, quand on me demande maintenant tu fais quoi, je ne sais plus répondre. C'est compliqué, effectivement.
Parce que j'ai plusieurs casquettes, et donc des fois je ne sais pas quoi dire à qui. Mais bon, je fais carrière d'écrivain comme mon frère Ben. Et au-delà de la poésie, j'écris aussi des essais. D'accord. Alors, on va stopper un peu. C'est quoi la différence entre un essai et une poésie? Ah ouais, c'est deux mondes différents. Je vais laisser Kerbé parler de la poésie. Non, okay. Tu vas parler de la poésie, moi je vais parler de l'essai. Ok, d'accord. Bon, disons que la poésie, bon, déjà quand on le voit, ce sont des vers. La poésie, c'est comme un symbolisme, en fait. Parce que la poésie, c'est pas comme du texte brut. C'est un symbolisme à travers lequel l'auteur expose ses sentiments, bien ses ressentis et tout. Et la poésie, en général, dans la poésie, tout compte. Que ce soit la forme, le fond, le style. C'est pour ça qu'on parle des rimes, de la façon dont les mots sont agencés. En fait, dans la poésie, tout compte. Voilà. Je vois. Très intéressant. En tout cas, je pense vous deux, vous êtes quand même des modèles, parce que à la base, vous êtes, on va dire, des scientifiques, parce que vous avez fait des maths, informatique et tout. Mais vous êtes aussi dans le monde du français, tout ce qui est la langue, la littérature. Et ça, c'est vraiment très intéressant, parce que il faut pas être spécialisé, quoi, parce que sinon, c'est pas intéressant. Donc, alors maintenant, on va parler de l'essai. Voilà. Donc, l'essai, c'est un test un peu philosophique, mais pas purement philosophique. C'est-à-dire, c'est un genre où tu prends un sujet, tu vas essayer d'amener les gens à se poser des questions autour du sujet. Donc il y a plein de questions que tu vas poser dans tes écrits pour attirer l'attention des gens à voir le problème sous un autre angle aussi. D'accord. Des fois tu peux apporter ton point de vue à une question, des fois tu n'es pas obligé d'apporter ta réponse, quoi. Or en philosophie, c'est encore plus poussé, mais tu apportes forcément ton point de vue, quoi, en philosophie. Mais dans un essai, tu attires seulement l'attention des gens sur des problématiques. Voilà, c'est un peu ça. Et là, on n'a pas besoin de rimer, non, c'est du texte, quoi. D'accord. Ouais. Très intéressant. Donc, vous êtes essayiste, c'est ça, non? Les essayistes. Vous êtes poète. Vous êtes président de deux mouvements. Bon, pas président, fondateur. Fondateur, ok. Fondateur de deux mouvements. Et quoi d'autre? Parce que vous avez plusieurs casquettes quand même. Je suis aussi ingénieur en mathématiques appliquées. Bon, il y a aussi une casquette que beaucoup ne connaissent pas. Je suis aussi évangéliste. Okay. Ah ouais, toi tu connais ça, ok, d'accord. Et entrepreneur, bon, j'ai déjà une entreprise qui fonctionne. 3PC. 3PC. Perfection peinture, perfection composition. Wow. Voilà, donc ça fait 3PC. Et il y a une autre qui est en cours de lancement. Et je pense que Kerbé sera un bon collaborateur. Parce qu'il veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Okay. On va travailler ensemble. Et je profite pour dire que moi, c'est un peu dans l'optique de les cerveaux revenez, quoi. On a besoin de vous. Ah ouais, on a besoin de vous. Voilà. Ok. Il y a un concept que j'ai lu sur votre page Facebook, c'est le concept d'entre-donneur, c'est ça? Ah oui. Bon, expliquez-nous, c'est quoi le concept? Bon, pour comprendre un peu le concept d'entre-donneur, il faut un peu comprendre le concept d'entrepreneur. D'accord. Voilà, ou bien d'entrepreneuriat pour être dans la même forme. Bon, en fait, je lis beaucoup et comme je disais, je me pose beaucoup de questions aussi. Donc quand il y a un concept comme l'entrepreneuriat, je veux comprendre le concept. Voilà. Et donc, je me suis rendu compte que la plupart des entrepreneurs avaient un point en commun. C'est que le premier point, c'est qu'ils disaient que je n'ai pas envie de travailler pour quelqu'un. Et donc, j'entreprends. Pour moi, c'est une erreur. Parce que supposons, j'ai fait les mathématiques, du coup, j'aime mettre beaucoup d'hypothèses. Donc, supposons que tout le monde dise que je ne veux travailler pour personne. L'entrepreneur en question qui ne veut pas travailler pour quelqu'un, pourquoi il veut que d'autres travaillent pour lui? Pour moi, c'est une question. Donc, quelque part, quand on veut voir quand quelqu'un est une personne de principe, et moi j'ai un principe, c'est que je n'ai pas envie de faire à l'autre, je ne veux pas qu'on me le fasse. Bien sûr que je ne veux pas qu'on me fasse, je ne veux pas le faire à l'autre. Donc là, c'était quelque chose qui m'a un peu, pas choqué, mais dérangé, ce point-là. Il y a un second point, c'est que je veux me faire de l'argent, j'entreprends.
ce point aussi, je ne suis pas très d'accord. Je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher l'argent. Mais je dis entreprendre parce qu'on veut chercher l'argent, c'est un peu dangereux. C'est ça qui fait qu'en fait, on va avoir beaucoup d'entrepreneurs ou bien beaucoup de boss qui paient mal les salariés. Parce que leur but, ce n'est pas de travailler en équipe avec des gens, mais c'est de se faire de l'argent. Du coup, ils te paient 60 000 et ils embauchent des millions. C'est ça son but. Donc, il y a juste 2 exemples. Et la façon dont les entreprises sont organisées, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Et donc, comme je ne suis pas d'accord, je propose. Donc, c'est là où j'ai mis le concept d'entre-donnant qui est carrément, qui a un petit visage et qui va essayer de pallier ces défauts-là. Donc, par exemple, dans le concept d'entre-donnant et dans mes entreprises que je vais créer, je ne crée pas l'entreprise parce que je veux me faire de l'argent. Pour moi, d'abord, tu es bon, je suis bon, on est bon, on se réunit pour résoudre des problèmes. En résolvant ces problèmes, l'argent va venir naturellement. Voilà, et on va se partager parce qu'on a travaillé ensemble. Et ce que j'appelle l'hierarchie verticale. C'est-à-dire il y a quelqu'un qui est en haut, quelqu'un qui est en bas, et du coup ça écrase. Et du coup je préfère l'hierarchie horizontale. C'est-à-dire quelqu'un est devant, mais il n'écrase pas celui qui est derrière. Je ne sais pas si vous voyez un peu les concepts. Donc il y a ces petites choses-là que je trouve comme, pas aberrant, mais un peu quoi, dans l'autre concept que je vais essayer de corriger ici, et que ça soit un concept plus innovant, quoi, plus adapté aujourd'hui, et qui est plus humain. Ouais, je vois. Du coup, on cherche des solutions et on donne de l'emploi. Ah oui, voilà. C'est ça. Ça dépend. Kerbé, il a son domaine, c'est pas mon domaine. J'ai mon domaine, il y a pas Wilfried Agbo, qui a aussi son domaine, et les 3 domaines se complètent très bien. Donc pour moi, c'est que tu es bon, on est bon, allons-y, on se réunit, on fait des trucs. Maintenant, on va embaucher des gens forcément pour se faire, à dire, pour qu'ils nous aident. Ah oui, il y a aussi le vocabulaire qui va un peu changer au fait. Dans le conseil d'entre-donnants, on ne parle pas vraiment de salariés ou bien d'employés. On parle beaucoup de collaborateurs. On ne parle pas vraiment de clients. On parle beaucoup de partenaires. Et derrière ces concepts, ces mots, il y a tout un sens, quoi. D'accord. Très intéressant. J'étais même chez l'ami de mon père aujourd'hui et il me disait la même chose parce que lui c'est un businessman, il a réussi, il a vraiment réussi. Et du coup je lui posais des questions et à un moment il me disait ne cherche pas l'argent, cherche à résoudre des problèmes, l'argent suivra. Et oui, en tout cas, c'est vraiment ça le concept de l'entrepreneuriat quand même. Chercher à résoudre un problème. Voilà. C'est ça le but principal. Sinon, si tu cours d'après l'argent, c'est un autre problème. Parce que le jour où tu ne vas pas trouver l'argent aussi, tu risques de faire des choses qu'il ne faut pas faire. Voilà. Effectivement. Ok, donc nous allons continuer. Et du coup, vos projets d'avenir, c'est quoi? Ouais, projet d'avenir, ça c'est une question impossible. En tout cas, du moins, à court terme, parce qu'à long terme, c'est pas évident. Ça peut changer, et donc, mais quand même, ouais. Bon, Kerbé, tu peux m'aider, hein? Projet. Ouais. En fait, j'ai déjà commencé des choses. Bon, je me suis tracé 3 axes. Le premier, c'est l'éveil de conscience. Ça, c'est le premier, hein. C'est même pas l'entrepreneuriat ou bien quoi là, le premier, non, c'est le premier, c'est l'éveil de conscience parce que c'est disons, c'est le mindset, ouais. Voilà, et c'est la racine de tous les problèmes de l'Afrique, quoi. La tête, c'est dans la tête. Et donc ça m'intéresse et je me suis décidé de me battre jusqu'au bout. Je disais l'autre fois à l'ambassadeur du Togo en France, même s'il faut manger gari pour arriver au bout, je le ferai. Voilà, donc ça c'est pour ça que le mouvement d'éveil de conscience Ntemokama est là. Et donc je profite pour dire aux gens de la diaspora, je vais dire ça d'une façon un peu provocateur, si vous avez des cerveaux qui fonctionnent bien, rejoignez-nous, on va résoudre des problèmes. Voilà. Et donc le second, c'est de créer des entreprises. Et comme Kerbé le disait, je ne trouve pas normal que dans ce pays, dans ce beau pays, le Togo,
que les Libanais, les Chinois, beaucoup de gens étrangers viennent. Je n'ai rien contre les étrangers, hein, mais qu'ils viennent monopoliser tout, faire le business, s'enrichir, envoyer l'argent dans leur pays et dribbler l'impôt, tout ça là, et payer mal surtout. Nos frères, nos sœurs, les mettre dans des conditions un peu bizarres, juste parce qu'ils veulent de l'argent. Je trouve pas ça normal. Et je me suis dit, mais attendez, il n'y a pas de cerveau au Togo, bien sûr. Mais où est le problème? Du coup, il faut qu'on se réunisse. C'est ça, c'est un problème. On n'est pas unis. Chacun veut faire son truc dans son coin, mais c'est pas possible, quoi. Quand on est faible, on est obligé de se rassembler et de compter sur le nombre. Mais quand on est faible et qu'on n'a pas le nombre, c'est grave. Voilà, donc l'autre, c'est me battre pour faire comprendre ces choses à des gens de la diaspora. Les moyens, on va les trouver. Quand on a des projets solides, on trouve forcément les moyens, en fait. Ça, je peux vous le garantir. Et donc, je veux que par la suite, les gens qui ont fait des domaines qui peuvent apporter des solutions dans ce pays, qu'ils reviennent. Ensemble, on va lancer des entreprises. Je ne demande pas à quelqu'un de revenir pour chercher boulot. Excusez-moi, mais c'est une honte un peu d'aller faire tout ça là et revendiquer, embauchez-moi, avec son CV partout, quoi. Voilà. Donc, je suis beaucoup plus dans l'optique de motiver mes frères et mes sœurs, qu'on revienne, qu'on mette des trucs en place, qu'on résolve des problèmes, ça va marcher. Voilà, et comme ça, on va déloger, pas les déloger, mais on va les concurrencer. Pourquoi pas même les faire faillite et ils vont partir nous laisser chez nous, quoi. Dans l'optique de motiver les cerveaux à revenir aussi, pourquoi est-ce que le Togo est une terre riche en opportunités? Ah oui, justement. Le Togo est une terre riche, méga riche, super riche en opportunités. Bon, en fait, il suffit seulement de savoir ce qu'on appelle opportunité. C'est le malheur de quelqu'un qui fait le bonheur de quelqu'un. C'est ça une opportunité. Et donc, si on veut chercher des opportunités, il faut que quelque part il y ait des problèmes. Et pour moi, au Togo, on a tellement de problèmes. Il y a tellement de problèmes à résoudre, tellement d'obstacles, donc des défis à relever. Et bien voilà pourquoi il y a tellement d'opportunités. Donc, excusez-moi, j'aime lancer un peu ces défis aux gens, parce que je n'aime pas trop les gens qui disent qu'ils sont intelligents parce qu'ils ont 18 de moyens sur papier. Si quelqu'un pense que il connaît un peu, je pense que le Togo est bien pour lui. Parce qu'il viendra apporter des solutions aux problèmes. Non seulement il va s'enrichir s'il veut de l'argent, mais il va se faire une place aussi. Il va se faire une place dans l'esprit des gens. Voilà. Et donc j'ai une citation dans mon livre Attitude qui sort très bientôt. Faites toujours de vos obstacles des opportunités. Donc pour moi, obstacle égale opportunité. Très juste, très juste. C'est vrai que quand on a des obstacles et qu'on réfléchit vraiment à fond, on peut trouver des solutions qui peuvent vraiment aider. Ouais. Je peux donner un exemple, parce que comme tout le monde le sait, en Algérie, c'est pas facile, surtout quand on arrive à la fin de l'année, financièrement. Et donc, c'était en mars, je pense, l'année surpassée, oui. Les congés, là, ouais, c'était très difficile. Et financièrement aussi, voilà, ça n'allait pas du tout. Et donc, je ne voulais surtout pas demander de l'argent à la famille parce que c'est déjà pas facile. Et du coup, j'ai réfléchi plusieurs nuits. Et une idée que j'avais eue l'année qui a précédé celle-là a émergé. Je me suis dit, il faut que je la fasse. En fait, c'était simple comme bonjour et ça a marché. En vacances, le resto universitaire en Algérie ferme. Les étudiants n'ont plus de pain. On a justement parlé du pain, c'est la base en Algérie. Au Togo, c'est le gari, je pense, et voilà, en Algérie, c'est le pain. Du coup, le principe était simple. Chaque matin, on se lève avec un ami, on se lève chaque matin. On va à la boulangerie qui n'est pas si loin que ça, en fait. On paye du pain, on dépose à la cité et les gens viennent acheter le pain chez nous. On a résolu un problème concret et on a gagné de l'argent. Et j'ai pu, avec mon ami, on a pu gagner suffisamment d'argent pour pouvoir... bon, pas pour pouvoir vivre jusqu'à la fin, mais quand même, ça a aidé, quoi. Ça a aidé. Donc, si on prend le même exemple, mais à grande échelle, je pense que voilà, on peut faire beaucoup de choses. Chaque difficulté
pour la transformer en opportunité. Donc voilà. Et alors, on va continuer. Quels sont les conseils que vous pouvez donner aux petits frères, aux petites sœurs qui sont encore en Algérie? Bon, conseil, j'ai déjà donné beaucoup déjà. Mais bon, avec moi, ma particularité, c'est que je donne beaucoup de conseils. J'ai souvent dit, je n'ai pas d'argent à donner à quelqu'un. Je te donnerai des conseils, je te montrerai le chemin de la connaissance. Et tu auras tout ton argent là-bas. Bien, un conseil, je dirais, de ne pas se limiter, à ce que les professeurs nous donnent à l'école. Ça ne veut rien dire. Hein. Surtout en Algérie, quand tu as 18 de moyenne, c'est facile d'avoir 18 de moyenne. Et donc, tu penses que tu es le roi. Mais bon, attention. Ça dépend de comment tu as eu les 18 de moyenne, dans quelles conditions. Donc, il ne faut pas se limiter à ce que les professeurs donnent. Et deuxième chose, c'est une citation que j'ai toujours donnée aux gens. J'aime ceux qui sont bons. Mais quand on est bon et humble, je préfère. Voilà. Soyez le plus bon que vous puissiez être et soyez le plus humble que vous pouvez être. Voilà. Merci beaucoup. Et vous avez un livre ou des livres que vous pouvez nous conseiller pour notre culture, puisque vous disiez que vous pouvez nous donner de la connaissance. Ah oui. Chez moi, j'ai d'ailleurs une bibliothèque. Je suis revenu de la France avec une valise pleine de livres. Quand quelqu'un me demande, tu nous as ramené quoi de la France? Je te donne un livre. Même si les Togolais n'aiment pas ça, mais bon. Je pense que c'est pour leur donner un message, faites quoi. Je vais donner un livre, La psychologie de la connerie. C'est un livre que j'ai chez moi qui fait du bien à ceux qui le lisent. Ça va vous aider à comprendre l'homme le plus bizarre possible. Parce que des fois, on se querelle parce qu'on ne se comprend pas. Des fois, on s'énerve parce qu'on n'a pas compris l'autre. Et donc, ça va vous aider à comprendre pour éviter de vous énerver. Et l'autre livre que je vais donner, je ne sais pas s'il faut que je donne le livre de Kerbé. Bon, je vais donner donc un de mes livres, le récent, L'Afrique l'a compris. Et donc, c'est un livre dans lequel je démontre justement l'état actuel de l'Afrique. Et je montre que l'Afrique est arrivée à un carrefour du temps. Voilà. Donc, bon, j'ai démontré dans ce livre que, en fait, avant chaque grand événement, un pays ou un peuple arrive, c'est comme s'il arrive à un carrefour où il doit prendre maintenant une autre direction, en fait, quoi. Et donc, avant l'esclavage, je démontre que l'Afrique était arrivée à un carrefour. Et une erreur a donné plus de chances à l'esclavage d'avoir lieu. Et après l'esclavage, on s'est battu pour s'en sortir. Mais quand on s'en sort, qu'est-ce qui se passe? On pense que c'est la fin du monde. Et du coup, on baisse la garde. La colonisation va voir son jour aussi. Et on va se battre encore contre la colonisation. On va avoir nos indépendances. Et on va penser encore qu'on est arrivé. C'est ça l'erreur toujours de l'Afrique. On pense à chaque fois qu'on est arrivé. On n'y a jamais de destination. Pour être franc. Donc, on va baisser les bras. Ça va créer ce qu'on appelle le néocolonialisme. Voilà. Et donc, on est dedans. On n'est pas encore sorti. Et à peine tellement de jeunes font des mouvements pour réclamer qu'il faut que ça s'arrête comme ça, qu'on sorte du néocolonialisme. Moi, je suis allé un peu plus loin. Et je vais démontrer que bientôt, on va sortir du néocolonialisme. Mais après, les gens vont devoir encore concevoir un autre modèle pour encore continuer à profiter de l'Afrique. Mais est-ce qu'on se prépare pour que cela soit évité? C'est ça l'interrogation. Voilà. Donc, je vous conseille de le lire. L'Afrique l'a compris. Donc, vous tapez sur le net Djassé Bidane, L'Afrique l'a compris, vous allez avoir le livre. Okay.
Merci beaucoup. Sur le point de la lecture, je pense que c'est très important de le souligner. La lecture, c'est l'une des choses les plus importantes. Parce que il ne faut pas se limiter, comme notre ancien l'a dit, à ce qu'on apprend à l'école. Parce que c'est vraiment trop limite, quoi. On n'apprend pas grand-chose. Et il est dit souvent que les Israéliens, ils lisent en moyenne un livre par semaine. C'est énorme. Le truc, c'est que dans un livre, peut-être quelqu'un a résumé 40 ans d'expérience. Ou bien il a même résumé plus de 40 ans d'expérience. Et vous lisez ça, c'est... Voilà, il y a des livres même où il y a des millénaires carrément. Et quand vous lisez ça, c'est un peu comme si vous intégrez toutes ces connaissances-là. Du coup, vous avez des années, des siècles d'avance par rapport aux autres. Et vous avancez beaucoup plus vite. Et en ce qui concerne la philosophie, par rapport au livre que vous avez donné, je pense qu'il y a un système philosophique qu'on appelle le stoïcisme, et qui est un système waouh, c'est juste exceptionnel, quoi. Ça va aussi dans le sens d'éviter la connerie, et puis etc. Et donc, nous sommes arrivés presque à la fin. Je vais maintenant poser une question surprise. Non, mais je pense que voilà, vous pouvez vous débrouiller, il n'y a pas de souci. Alors, Togo, Algérie, France, ça c'est ce que je connais. Ce sont des pays que vous avez fait. Il est souvent dit que, bon, pas il est dit, à une certaine époque, les fils des grands nobles, ils voyageaient toujours. Pourquoi? Parce que c'était bien, ça permettait d'ouvrir l'esprit, de découvrir. Lors de tous vos voyages, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez découvert, en quoi est-ce que ça vous a changé, en quoi est-ce que le voyage c'est bon, même si c'est pour aller peut-être à côté en Côte d'Ivoire ou ne pas seulement rester chez soi. Quel est l'avantage du voyage? Ah ouais, beaucoup même. Ouais. Déjà arrivé en Algérie, tu vois des gens qui pensent autrement. Donc voilà, d'autres cultures, voilà. Et ça t'amène à voir le monde autrement aussi. Souvent on a ce qu'on appelle les angles morts. Donc des fois tu n'avais jamais imaginé qu'on pouvait faire la chose de telle manière. Et quand tu es quelque part, tu vois ça. Et par exemple, en France aussi, ils ont leur manière de faire. Et je vais donner un exemple. En France, je ne vais pas parler de l'Occident, je vais parler de la France. C'est-à-dire, ils ont un principe ou une mentalité que le fils vit dans le présent et le futur. C'est-à-dire, quand il a de l'argent, c'est pour son présent et préparer le futur. Or, en Afrique, généralement, quand tu as l'argent, c'est voir le présent et le passé. C'est-à-dire, et du coup, finalement, tu sais que tu ne te rends compte de l'avenir, ben, l'avenir n'est plus là, quoi. Et donc, tu vois que d'autres font les choses autrement. Et du coup, tu as même à réfléchir pour voir si est-ce que ce que j'avais, c'était la chose la plus solide. Moi, c'est ce que j'ai le plus aimé dans ces voyages. Donc, en fait, ça t'amène... Bon, il y a des gens en fait, qui n'arrivent pas à apprendre des choses. Ça, c'est autre cas. Mais si tu sais analyser et réfléchir et apprendre de l'autre, tu vas apprendre énormément de choses et avoir plus d'équilibre. Ouais. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez des mots de fin, je donne la parole à Ben Kerbekris et ensuite à notre ancien. Ok, des mots de fin, bon, je dirais juste pour rebondir sur le truc des cultures, ça m'a rappelé une citation d'un auteur qui disait que rassembler les peuples du monde et demander quelle est la plus grande culture, et chaque peuple désignera la tienne. Et donc, quand on reste dans cette mentalité où on s'auto-suffit, ça cause énormément de problèmes. Comme il a dit, il y a des angles morts. Et c'est justement cela que les voyages permettent de dissiper. Et en voyageant, on apprend de l'autre, mais on gagne en expérience aussi. Et on a une ouverture d'esprit plus grande sur le monde. Voilà. Donc, moi, je dirais juste que voilà, si vous avez des occasions de découvrir d'autres cultures, et pas seulement par des voyages, mais aussi dans les livres, n'hésitez pas. Merci beaucoup. La parole est à notre ancien. Merci Saïd. Bon, mon dernier mot, je vais le bon, pas dernier mot, mais parce que là ce n'est plus un mot ça. Bien, je dirais Togolais, viens, bâtissons la cité.
Merci beaucoup. Donc on se retrouve à la prochaine. Cultivons-nous, impactons notre génération et à la prochaine.